Voici le dernier moment de Jean-Pierre Azéma. Le 14 juillet 2025, alors que la France célébrait sa fête nationale, le pays a appris la disparition de l'un de ses historiens les plus respectés et redoutés. Mais ce que personne n'attendait, c'est la manière dont la nouvelle allait être annoncée, non pas par un communiqué institutionnel sobre, mais par un message public de Thierry Ardisson, l'animateur sulfureux connu pour ses confidences assassines et ses interviews impossibles. En quelques lignes, Ardisson mêlait hommage et révélation énigmatique. Jean-Pierre était un homme qui savait plus qu'il ne pouvait dire. Et il me l'a confié, historien reconnu, spécialiste incontournable de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Azéma avait bâti sa réputation sur des décennies de recherches méticuleuses et de prises de position parfois inconfortables. Ses travaux sur Vichy, la collaboration et la mémoire française avaient bouleversé la manière dont le pays se voyait lui-même. Mais derrière la rigueur académique se cachait une part d'ombre, une fascination pour les zones grises de l'histoire, ces interstices où la vérité se heurte au silence, où les certitudes s'effritent au contact de témoignages dérangeants. Et puis il eut cette rumeur persistante. Dans les dernières années de sa vie, Azéma travaillait sur un manuscrit qu'il n'avait jamais osé publier. Certains affirment qu'il contenait des révélations explosives sur des figures politiques encore vénérées, d'autres que ce texte remettait en cause la version officielle de certains épisodes de la Résistance. Rien n'a filtré, sinon que ce document, s'il existe, se trouverait désormais entre de bonnes mains, ou au contraire, condamné à disparaître dans un coffre anonyme. Le décès d'Azéma ne fut pas seulement une perte pour le monde académique. Il a aussi laissé un vide dans le débat public où sa voix, ferme et documentée, savait trancher au-delà des idéologies. Mais avec cette annonce mi-hommage, mi-mystère d'Ardisson, une question s'est glissée dans l'esprit de tous. Qu'a-t-il emporté avec lui? Et surtout, pourquoi ce silence? Pour comprendre Jean-Pierre Azéma, il faut plonger dans la France de l'après-guerre, ce pays encore tremblant, tiraillé entre mémoire glorieuse et honte muette. Né en 1937, Azéma grandit dans une époque où la guerre n'était pas une page tournée mais une plaie ouverte. Dans les rues, on croisait encore des visages marqués par l'occupation, des regards fuyants lorsqu'on évoquait la collaboration. Le récit officiel exaltait De Gaulle, la résistance héroïque et la libération triomphale. Mais derrière les façades se cachaient des silences lourds, des histoires qu'on ne racontait pas aux enfants. Azéma, formé dans les meilleures institutions, ne se contenta jamais de réciter les versions apprises. Très tôt, il comprit que l'histoire n'était pas un bloc monolithique, mais un patchwork de mémoires contradictoires, parfois fabriquées, souvent incomplètes. Ses travaux universitaires allaient bousculer la France. Il mettait en lumière les ambiguïtés de Vichy, les compromis moraux de certaines élites, et surtout, cette vérité qui dérangeait tant, la résistance ne fut pas aussi unanime, ni aussi pure, que la mémoire officielle voulait le croire. Au fil des décennies, il devint une référence. Les médias le sollicitaient pour analyser chaque nouvelle archive déclassifiée, chaque polémique mémorielle. Sur les plateaux télé, il restait calme, implacable, presque clinique, même lorsqu'on l'attaquait frontalement. Mais derrière cette sérénité se cachait un homme conscient des risques, travaillé sur la mémoire de la Shoah et de la guerre, s'était touché à l'âme même de la République et parfois ébranlé ses mythes fondateurs. Ce qui le distinguait, c'était son obstination à tout vérifier. Pour lui, un témoignage n'avait de valeur que recoupé, confronté, interrogé. Il fouillait dans les archives, explorait les marges, cherchait les traces invisibles. Cette rigueur le protégeait des accusations de sensationnalisme, mais elle l'exposait aussi à la solitude. Nombre de ses confrères préféraient éviter certains sujets par prudence ou par fatigue. Et pourtant, au-delà des débats historiographiques, il y avait chez Azéma une conscience aiguë que l'histoire était aussi un champ de bataille politique. Dans les années 1980 et 1990, il observa avec inquiétude la montée des négationnistes et la manipulation de la mémoire collective à des fins idéologiques. Ses prises de position publiques, parfois tranchantes, lui valurent des ennemis, mais il persista. Pour lui, la vérité historique n'était pas négociable. Dans ce paysage, le thème qui s'impose est celui-ci, l'historien face au poids du silence.
Azéma savait que certaines vérités ne pouvaient être dites sans provoquer un séisme. Il savait aussi que la frontière entre ce que l'on tait par prudence et ce que l'on cache par intérêt est souvent floue. C'est dans cet espace, trouble et fascinant, qu'il a travaillé toute sa vie, et c'est là, peut-être, que se trouve la clé de ce qu'il a emporté dans sa tombe. Tout commença par un détail presque anodin. Au début des années 2000, alors qu'il travaillait sur un projet collectif consacré aux archives inédites de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Pierre Azéma tomba sur une série de documents qui ne figuraient dans aucun inventaire public. Il s'agissait de correspondances, de notes internes, parfois rédigées dans un style codé, qui liait certains hauts fonctionnaires de Vichy à des figures politiques encore présentes dans les mémoires et parfois dans la vie publique. Cette découverte, Azéma ne la partagea qu'avec un cercle très restreint. L'événement inhabituel survint quelques mois plus tard. Un extrait partiel de ces documents fuitait mystérieusement dans un article de presse confidentiel. Le texte, rapidement retiré du site web qu'il avait publié, suggérait que des personnalités honorées pour leur rôle dans la résistance avaient en réalité collaboré, ou du moins fermé les yeux face aux persécutions. Aussitôt, les rumeurs enflèrent. Certains accusèrent des historiens d'inventer des révélations pour faire parler d'eux. D'autres, au contraire, pointaient du doigt un pacte du silence destiné à protéger l'image héroïque de l'après-guerre. Le scandale éclata au sein même du milieu universitaire. Colloques annulés, débats houleux, invitations télévisées décommandées à la dernière minute. Azéma, d'ordinaire serein face aux tempêtes médiatiques, adopta cette fois un profil bas. Il se contenta de rappeler, lors d'une rare intervention, que l'histoire ne se négocie pas. Derrière cette phrase, beaucoup crurent déceler une lassitude, voire un désenchantement. Puis survint le conflit interne. Certains de ses proches collaborateurs se désolidarisèrent, craignant de voir leur propre carrière entachée. Des institutions qu'il avait longtemps soutenues prirent leur distance, non pas officiellement, mais par des silences et des invitations qui ne venaient plus. Azéma se retrouva dans une position paradoxale, à la fois respecté pour sa rigueur et suspecté de détenir des vérités trop lourdes pour être dites. L'événement inattendu arriva vers la fin de sa vie. Lors d'une interview non diffusée avec Thierry Ardisson, Azéma aurait confié qu'il travaillait encore sur une pièce manquante du puzzle historique, un élément qui changerait la manière dont la France regarde son passé. Ardisson, fidèle à son goût du mystère, ne précisa jamais de quoi il s'agissait. Mais depuis, cette confession alimente les spéculations. Certains pensent qu'il s'agissait de preuves irréfutables concernant la complicité française dans la Shoah. D'autres y voient une réinterprétation radicale du rôle de certaines figures mythiques de la résistance. Le point culminant de cette histoire, c'est cette impression persistante que Jean-Pierre Azéma est mort avec, dans ses mains, une vérité que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Les conséquences sont doubles. Pour le monde académique, la perte d'un chercheur irremplaçable. Pour la mémoire collective, une énigme qui continue de flotter comme un nuage sombre au-dessus de l'histoire officielle. Le 14 juillet 2025, en fin d'après-midi, alors que Paris vibrait encore des échos du défilé militaire, Thierry Ardisson posta un message qui glaça l'intelligentsia française. « Jean-Pierre est parti. Il m'a dit des choses que je ne répéterai jamais. Mais elles changeraient la manière dont vous voyez la France. » En une heure, ce court hommage mystérieux déclencha un razzi de marée médiatique. Les rédactions se précipitèrent sur leurs archives. Les réseaux sociaux se remplirent de théories. Les uns imaginaient qu'Azéma avait découvert l'identité de collaborateurs restés anonymes. D'autres parlaient d'un manuscrit testamentaire, caché chez un éditeur ou dans un coffre d'archives privées. Dans les coulisses, certains témoins commencèrent à parler. Un ancien assistant de recherche affirma que, quelques semaines avant sa mort, Azéma avait insisté pour lui confier une clé USB cryptée, accompagnée de cette phrase « Garde-la ». Ouvre-la seulement si tu comprends pourquoi je l'ai protégée. D'autres proches racontèrent qu'il avait annulé plusieurs apparitions publiques au printemps 2025, officiellement pour raisons de santé, officieusement pour travailler sur la dernière pièce de son enquête. Le scandale prit une tournure plus sombre lorsqu'un journaliste spécialisé révéla que certaines archives consultées par Azéma peu avant sa mort avaient été temporairement retirées de la consultation publique. La rumeur d'une intervention politique commença à circuler. Et si ce qu'il avait découvert
impliquait des familles encore influentes. Les émotions étaient à vif. Des étudiants se souvenaient d'un professeur exigeant mais profondément humain, capable de rester silencieux plusieurs minutes en évoquant un témoignage de déporté. Des collègues parlaient d'un chercheur obsédé par la précision, mais habité par une forme de mélancolie face aux zones d'ombre persistantes. Jean-Pierre savait que l'histoire est parfois une arme, confia l'un d'eux. La réaction du public fut ambivalente. D'un côté, une immense tristesse devant la perte d'un grand intellectuel. De l'autre, une frustration presque rageuse devant ce mystère laissé en suspens. Les émissions spéciales se succédèrent. Portraits télévisés, débats sur son héritage, enquêtes sur ses dernières recherches. Mais plus on cherchait, plus on avait l'impression que la vérité se dérobait. La véritable secousse émotionnelle, c'est cette impression que sa mort scelle un secret qui dépasse sa personne. Un secret dont nous ne saurons peut-être jamais l'ampleur, mais qui hante désormais la mémoire collective française. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un historien, c'est celle d'un savoir interdit, enfoui quelque part entre nos mythes nationaux et nos silences les plus lourds. Dans l'univers de la recherche historique française, Jean-Pierre Azéma n'était pas seulement un érudit, il était un funambule avançant sur le fil tendu entre vérités scientifiques et tabous nationaux. La chaîne ne peut qu'admirer l'immense rigueur de son travail, sa capacité à extraire de l'oubli des faits que beaucoup auraient préféré laisser enfouis. Mais il faut aussi reconnaître que son nom est désormais inséparable de cette énigme finale, ce secret évoqué par Thierry Ardisson qui plane comme un brouillard sur sa mémoire. Nous pensons que son héritage repose sur 3 piliers. D'abord, son courage intellectuel. Il osa interroger les récits glorieux de la Résistance et mettre en lumière les compromissions d'une partie de l'élite française pendant la guerre. Ensuite, sa contribution à la mémoire de la Shoah, en restituant avec précision l'engrenage administratif et humain qui mena à la déportation, il donna à comprendre l'ampleur de la responsabilité française. Enfin, son obstination à travailler sur les zones grises. Ces moments où l'histoire n'est ni noire ni blanche, mais un mélange complexe que peu acceptent de regarder en face. La chaîne ne peut ignorer que ce dernier mystère peut changer la perception que le public a de lui. Était-ce la prudence d'un chercheur sachant que certaines vérités ne sont pas mûres pour être révélées? Ou bien la conséquence d'une pression venue d'en haut? Les archives retirées, les confidences cryptiques, les rumeurs d'un manuscrit perdu? Tout cela pourrait nourrir un roman d'espionnage historique. Mais ici, il s'agit de réalité. Notre sentiment est que Jean-Pierre Azéma a incarné cette tension fondamentale. Servir la vérité, tout en comprenant que la vérité elle-même peut déstabiliser. C'est peut-être cette lucidité qui a guidé son silence final. Et c'est aussi ce qui rend sa disparition si vertigineuse. Elle nous laisse avec plus de questions que de réponses. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Pensez-y-vous qu'il a réellement laissé derrière lui une vérité explosive? Croyez-y-vous qu'elle sera révélée un jour? Ou au contraire, qu'elle est condamnée à rester ensevelie sous les couches épaisses de notre mémoire collective? Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Jean-Pierre Azéma a traversé la seconde moitié du XXe siècle comme un veilleur dans la nuit, scrutant les ombres, éclairant les visages oubliés, refusant les récits trop lisses. Pour lui, la mémoire n'était pas un monument figé, mais une mer mouvante, où les vagues du temps ramènent sans cesse des épaves imprévues. Ceux qui l'ont connu se souviennent d'un homme attentif, parfois grave, mais capable d'un humour discret. Dans les couloirs des universités, on le voyait penché sur un document jauni, crayon à la main, absorbé au point d'oublier le monde autour. Dans les studios de télévision, il parlait avec cette lenteur maîtrisée qui oblige à écouter chaque mot. Et dans les conversations privées, il laissait parfois échapper une phrase qui vous restait longtemps en tête, comme un éclat de vérité voilé. Son héritage n'est pas seulement dans ses livres, mais dans cette idée qu'aucune nation ne peut se construire sur un oubli volontaire. Qu'il faut, tôt ou tard, regarder ces zones d'ombre en face, même si elles font vaciller nos certitudes. Jean-Pierre Azéma nous a appris que l'histoire n'est jamais un passé révolu. Elle vit en nous, dans nos récits, nos silences et nos choix. Le 14 juillet 2025, il est parti avec un secret. Peut-être un de ceux qui peuvent changer une mémoire collective. Peut-être un de ceux qui ne se livrent qu'à ceux qui savent écouter. Et désormais, il repose avec cette vérité que nous ne connaîtrons peut-être jamais,
mais dont l'ombre continuera de flotter, rappel discret qu'il reste toujours, derrière l'histoire officielle, une histoire plus vaste, plus humaine, plus fragile,